ministère de la Santé planche sur des parcours de prévention. Alors j'espère qu'il ne va pas oublier d'ailleurs la partie santé mentale. C'est un sujet important. C'est un sujet, la prévention, qui est sur toutes les lèvres. On se rend compte qu'il y a besoin de prévention, qu'on ne va pas forcément réussir à soigner tout le monde de la même manière, avec les mêmes moyens qu'on a pu avoir par le passé. Il y a des problèmes de tension sur les ressources médicales, on le sait tous, de tension économique. Alors c'est simple à exprimer, c'est ça qui est incroyable. Donc c'est facile de le dire, tout ce que je viens de dire. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est de le faire. Donc du coup, on va avoir quelques participants qui vont intervenir sur cette table ronde. Donc des gens qui sont plutôt des faiseurs dans le domaine de la prévention, donc qui ont déjà du vécu, qui vont pouvoir partager avec nous des retours d'expérience. Et donc je vous demande d'accueillir donc Paul Maître, qui fait partie du Club Santé, donc directeur associé d'ISIS. Je vous demande d'accueillir également Laurent Borella. Bonjour Laurent, directeur santé de Malakoff Humanis. Cyril Gauthier, cofondeur et medical director de Nuvi, donc un médecin nutritionniste. Thomas Serval, donc le patron de Barracoda. Bonjour Thomas, qui fait partie aussi du club santé de l'Axel. Béatrice Falise-Murat, directrice scientifique de Care Insight, qui arrive. Voilà, donc on a du beau monde sur ce sujet-là. Nathalie Paquet, CEO, fondatrice de Sporty Peepers. Voilà. Donc je vais vous laisser maintenant entre les bonnes mains de Paul. Je te rends un micro. Merci David. Bonjour à tous. Je suis ravi d'animer cette première table ronde et de lancer ce marathon des tables rondes auxquelles vous allez assister ce matin. Un programme riche et dense, mais j'espère qu'il va vous plaire. David a lancé le sujet. On va parler de prévention et digital pour ce premier round. Chez nous, le ministère de la Santé s'appelle ministère de la Santé et de la Prévention. Donc c'est quand même écrit en gros sur le titre. Il y a une feuille de route de e-santé qui a été établie pour la période 23-27 qui met en premier axe la prévention. Donc la volonté politique est là d'afficher, de mettre la prévention haut et fort et à hauteur du soin. Au-delà de ça, on a tous vécu l'épisode Covid qui a montré qu'on était quand même capable de lancer des campagnes massives de vaccination, de s'appuyer sur le digital pour faire des choses à grande échelle. Il y a quand même des programmes de parcours qui se lancent autour de parcours personnes âgées, parcours autour de l'obésité, tout un tas de problématiques populationnelles ou pathologiques qui intègrent la prévention et le numérique de plus en plus. Et puis l'écosystème, et on en a aujourd'hui des représentants, regorge de plus en plus de start-up et d'industriels qui se proposent d'apporter de la valeur et de mettre le numérique au service de la prévention. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du coup un sujet nouveau, mais qu'il est porté haut et fort dans les discours. Donc, la question qu'on va se poser avec mes intervenants ce matin, c'est en fin 2023, est-ce que la prévention, elle est à sa place, à sa bonne place aujourd'hui? Et puis, est-ce que le numérique est ce fameux driver qui permet de la rendre, j'allais dire, à grande échelle? Et si on peut compter sur le numérique pour ce faire, est-ce que selon vous, il reste encore des freins qui font que sa massification se fait attendre? Et s'il y a des freins, est-ce qu'ils sont encore de l'ordre technologique? Est-ce que c'est une histoire de mindset et de façon de penser? Est-ce que c'est une histoire de modèle économique ou de compétences? Et donc pour traiter de ce sujet-là, je vous propose de voir ça avec le panel ici présent. Donc nous avons, alors, j'ai un ordre différent en présentiel et en photo, donc ça c'est un piège qu'on m'a tendu, mais je vais quand même y arriver, je vous promets. Non, je plaisante, ne vous inquiétez pas. Donc tout là-bas, nous avons Nathalie Paquet, qui est fondatrice d'une start-up qui s'appelle Sporty Peepers. Enchantée Nathalie, on va en parler tout à l'heure. Béatrice, à qui je vais poser une première question, directrice scientifique de Care Insight. Merci d'être là parmi nous et d'apporter votre regard expert. Ensuite, nous avons le docteur Cyril Gauthier, qui est à la fois médecin et fondateur de start-up et qui est pile poil dans notre sujet, ce qui est parfait. Merci à Laurent Borella d'être là, qui représente les Mutuelles en tant que directeur médical d'un grand groupe, Malakoff Humanis. Et puis enfin, à ma gauche, Thomas Serval, CEO de Barracoda et porteur d'une vision intéressante et disruptive de la prévention. Après du coup cette, j'espère, présentation alléchante, je vais lancer les discussions et je vais d'abord demander à Béatrice, qui a un peu une position d'observatrice et d'experte, si je peux me permettre, et plutôt pour du coup m'aider à introduire le sujet,
Donc, vu de ta place, de suivre l'évolution, d'étudier l'évolution du système de santé de manière attentive, est-ce que tu peux nous dire ce qui, justement, par rapport à cette question centrale, qu'est-ce qui est à débloquer quand on parle de numérique et prévention? C'était la question qu'on se posait un peu provocatrice dans le programme. Comment on passe à l'échelle? Et donc avoir ce point de vue sur quels sont, selon toi, les facteurs à débloquer, sachant que la prévention, c'est vaste. Et on peut penser à la prévention primaire, secondaire et tertiaire qui vont aborder des champs différents, mais peut-être avoir un petit topo là-dessus pour nous mettre dans le bain. Merci beaucoup. Alors, topo, et tout ça, évidemment, en un temps super court, parce que c'est comme ça que ça marche. J'ai compris que le temps était court et contraint, donc je vais faire rapide. Merci, Béatrice. Merci pour l'introduction et merci pour l'invitation. Donc, effectivement, moi, je travaille chez Care Insight et on suit à la fois par une veille, par un think tank qui, cette année, a travaillé sur la prévention et le numérique et animé par Anne-Marie Hermann-Terrasse et du conseil. Et donc, on avait, en discutant, un peu structuré cette petite présentation très rapide sur plusieurs axes. Parce que la question, avant de se dire qu'est-ce qu'on débloque avec comment le numérique peut aider, et, on avait abordé plusieurs aspects. Alors le primaire étant les gens vont bien et on les forme à la santé, et le secondaire déjà on dépiste. Et le tertiaire, si on suit les gens chroniques pour les aider à bien gérer leur maladie et pas se complexifier. Et on s'était dit déjà dans le premier abord, le numérique peut servir à toucher les gens, et c'est quelque chose qui est rarement abordé, mais si vous regardez comment se passent les préventions primaires et secondaires, on a en France le moyen, par exemple, de faire vacciner les jeunes femmes pour pas développer des cancers, enfin pour moins développer des cancers de l'utérus. 30% de jeunes filles le font. On a des campagnes de dépistage colorectal et sein. Les taux d'adhésion sont de l'ordre de 50 à 30%. Et pour mobiliser les gens, qu'est-ce qu'on fait? On envoie toujours les mêmes courriers obsolètes. Et on voit ce qui se passe en marketing. Pourquoi aujourd'hui on ne travaille pas sur les sciences comportementales, sur les données, sur l'intelligence artificielle pour pouvoir toucher les gens en les ciblant et en utilisant finalement le vecteur ou le moyen qui serait celui qui pourrait les convaincre, en tout cas faire augmenter cette adhésion qui reste dramatiquement basse. On est un mauvais élève en Europe sur ces aspects-là. Et là, il y a une utilisation du numérique qui est, je crois, très rare, peut-être jamais ou très peu évoquée, qui clairement permettrait de faire progresser cet aspect de la prévention. Deuxième aspect, un peu plus différent, qui est plus sur peut-être secondaire et tertiaire, qui est de dire, aujourd'hui, on a les moyens qui se mettent en place de prédire. C'est-à-dire qu'on sait, dans certaines pathologies, avant même que la pathologie soit là, alors ça se fait sur le cancer du poumon, ça se fait sur l'insuffisance cardiaque, ça commence à se faire sur Alzheimer, et il y a un projet d'ailleurs européen qui se met en place pour monter une plateforme. On peut prédire, avant que la maladie arrive, que cette maladie va survenir chez ces patients-là, à travers l'analyse de données, de profils, d'IA, donc tous ces outils que l'industrie maîtrise beaucoup mieux que la santé, puisque vous avez compris que la santé est un peu un mauvais élève de la donnée, même si on a des très très vieilles bases de données. Et on aurait la capacité d'agir sur des pathologies qui sont compliquées à soigner. Par exemple, l'Alzheimer en est le meilleur exemple. Quand la maladie est démarrée, c'est très dur de soigner. On peut juste un peu accompagner et freiner, et donc d'agir à un moment où on peut encore faire quelque chose. Donc il y a, grâce à la donnée et aux outils qui sont associés à ces données, donc il faut posséder les données, les maîtriser, qu'elles soient de qualité et qu'on puisse les traiter, qui sont des challenges sur les freins à vaincre, mais on a les moyens maintenant de prédire et donc de prévenir suite à cette prédiction. Donc c'était un dernier aspect. Et le troisième peut-être qu'on avait évoqué, parce que je sais qu'après il y a une petite question autour de quelque chose de plus complexe, mais le troisième aspect en fait, c'est de dire finalement il y a beaucoup d'outils qui existent. Bon, on l'a un peu évoqué sur sur notre présentation brillante sur la psychiatrie. On a les moyens aujourd'hui de suivre des patients qui sont déjà malades pour pas qu'il y ait ce qu'on appelle des exacerbations, c'est-à-dire des complications de la pathologie en place. Donc là, le numérique a à nouveau une place. Donc là, on a déjà des choses qui tournent en fait, qui sont efficientes. Qui sont en fait tous les outils de télésurveillance, d'accompagnement, d'alerte de patients qui sont chroniques et qui vont pouvoir, grâce à ces outils, en fait, être suivis et de mieux comprendre leur pathologie dans les intervalles entre deux visites de médecins. Là, ça a été évoqué en psychiatrie, mais moi, je me souviens avoir discuté avec un diabétique qui m'avait dit dans ma pathologie, je dois penser à ma maladie presque toutes les 20 ou 30 minutes, puisque ce que je fais comme sport, ce que je mange, etc., vont interagir et vont m'obliger à prendre des décisions médicales. Et tout mouillé dans l'année, je vois un médecin une demi-heure par an.
peut-être en 2 consultations ou 3 consultations. Donc, qu'est-ce que je fais entre deux? Et là, c'est là le numérique a toute sa place pour apporter de l'information, du contenu, de la surveillance, des recommandations, et donc de permettre à ce patient de mieux vivre, mieux comprendre et être plus à l'aise. Et donc, d'être dans cette prévention qu'on dit tertiaire, qui est de dire je ne vais pas compliquer ma maladie parce que j'aurai des outils de prévention qui vont permettre de mieux la gérer. Voilà un petit peu ce premier panorama. Alors les freins, ils sont multiples, mais je pense qu'ils seront largement repris après. Ouais. Voilà. C'est très clair. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que sur ces différents degrés de prévention, il y a des choses qui existent, des choses possibles à faire. On va chercher les compétences qu'on s'est développées en marketing et ça aide à faire du primaire. Si on sait bien travailler nos data, on va être bon dans la prédiction, on a ce qu'il faut pour le faire. Et ensuite, la télésurveillance qui est déjà en marche et qu'il faut déployer plus fort. De manière encore plus globale, et je sais que c'est un de tes sujets d'intérêt, le système de santé réfléchit à des nouveaux paradigmes. On verra, il y en a plusieurs en émergence, et notamment celui de la responsabilité populationnelle, qui est un modèle intéressant parce qu'il intègre l'usage du numérique et de la data au cœur de son fonctionnement. On en avait parlé au forum de l'an dernier, mais c'est intéressant peut-être à cette aune-là d'en dire un mot, et peut-être en quoi c'est un modèle qui va dans ce sens de plus de prévention et plus de data, et est-ce qu'il faut y croire? Parce que c'est vrai qu'on en parle maintenant depuis 1 ou 2 ans, on sait que ça tourne au Québec, au Canada, et donc un petit point d'actu sur le sujet. Alors la santé populationnelle, donc c'est effectivement sur un territoire partir des données du territoire pour ce qu'on appelle stratifier les patients, donc dire combien de patients on a à niveau 3, 2 ou 1, si je suis un peu simplificatrice, et donc d'étudier leurs besoins sur ce territoire et de les mettre ensuite le mieux possible en adéquation avec les moyens. Et donc, il y a d'abord une approche un peu globale à partir des données, qui est la compréhension des besoins. Alors, c'est souvent sur les très grandes pathologies chroniques, ce qui a été fait en France, parce qu'il y a 5 territoires qui l'ont mis en place, c'est sur l'insuffisance cardiaque et le diabète. Donc, de dire, on analyse ces besoins, on regarde nos moyens, on essaye de les mettre en adéquation en mettant en place des parcours spécifiques, et ensuite, de façon personnalisée, avec des professionnels qui ont été formés, on va détecter ces personnes au niveau individuel pour les mettre en regard des parcours qui ont été mis en place. C'est quelque chose qui est vertueux. Alors ça a été mis en place au Québec, mais ça a été mis en place aussi par exemple en Espagne, dans le Pays Basque ou dans la région d'Alzira. Ce sont des choses qui ont fait leurs preuves, qui ont été évaluées. La Suisse est en train de déployer un grand système, on en parlait encore hier parce que j'étais avec Antoine Malone au téléphone, qui est celui qui a mis en place pour la FHF les solutions en France, enfin, qui tourne au niveau plutôt, entre guillemets, un peu expérimental, parce qu'il y a des freins à lever qui sont financiers, organisationnels, métiers, etc. Donc c'est un peu expérimental, ce sont des trucs dérogatoires, parce qu'on freine presque la loi, entre guillemets, mais on voit déjà sur quelque chose d'un peu expérimental, moins d'hospitalisation, moins de passage aux urgences et plus d'ambulatoires. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens soient plutôt ou chez eux ou sur des structures plus légère que d'être déjà dans des structures lourdes avec des complications. Donc cette approche qui est vraiment, alors ça se repose sur les professionnels de santé, mais pas que. Il y a des sociaux, il y a du sport, il y a de la nutrition, il y a plein d'accompagnements. Enfin, c'est une mobilisation assez générale. Il y a beaucoup ce qu'on appelle les CEPT, excusez-moi, enfin les groupements de professionnels territoriaux qui s'y mettent. CPTS. Voilà, les CPTS, voilà, le trouble de la et qui sont en action, mais je pense que ça ira à l'école. Si on va bien, ça ira dans plein d'acteurs, puisque la santé primaire, ça va du primaire au tertiaire, et la santé primaire est dans les mains de tous les acteurs du monde, en fait, citoyen, à la limite, si on doit faire large. Merci Béatrice, c'était respecté dans la durée et dense et très intéressant. Nicolas l'a dit tout à l'heure, innover, c'est pas faire différemment ce qu'on fait déjà, c'est essayer de faire différemment. Enfin, c'est faire d'autres choses. Donc, le concept de nouveau paradigme, il va dans ce sens-là. C'est réinventer les choses à la base. Et du coup, je vais passer la parole à Thomas. Du coup, parce qu'en termes de paradigme nouveau, tu es bien placé aussi. Vu que tu as écrit un bouquin sur le sujet, tu défends ce que tu appelles la santé longitudinale, et qui est au cœur de notre sujet. C'est-à-dire, c'est mettre la prévention en avant, le numérique en avant. Mais du coup, je t'en laisse en dire un mot. Et puis, de quelle place tu parles, en nous disant un mot de Barracuda, évidemment, en introduction. Donc, bonjour à tous, merci de m'inviter, parce que c'est toujours passionnant de justement... moi, je suis un professionnel du numérique, j'étais un des dirigeants de Google pour l'Europe, donc je suis quelqu'un du numérique qui est tombé dans la santé par accident. Je suis tombé dans la santé par accident parce que j'avais une fille qui se brossait pas les dents, et que j'ai inventé une brosse à dents pour qu'elle l'apprenne et elle se brosse les dents. Et puis maintenant, on en a vendu plusieurs millions,
partout dans le monde. Alors pas en France, et je vous expliquerai pourquoi. Parce que justement c'est au cœur de la problématique qui nous intéresse. Donc en fait j'ai écrit un livre qui s'appelle Soignons les gens en bonne santé, sur lequel il y a des exemplaires qu'on a donné à l'Axel, si vous êtes intéressé pour en avoir une copie, avec cette idée qui est que en fait la prévention est une évidence économique, mais il n'y a pas de chemin pour y arriver. En fait c'est vraiment, vous avez, si on y réfléchit en tant qu'économiste macroéconomiquement, c'est évident que c'est le meilleur investissement à faire, mais le point de départ aujourd'hui ne nous trace pas de chemin simple en France pour y arriver, pour plein de bonnes raisons, essentiellement parce qu'on dispose d'un écosystème de la santé efficace, même s'il est en souffrance, et que le soin est perçu comme étant gratuit par l'usager, le consommateur, ou en tout cas on a fait une étude avec Ipsos avant le Covid, donc les gens n'étaient pas prêts à payer pour améliorer leur santé. Juste après le Covid, on arrive à une volonté de payer un peu en dessous d'un abonnement Netflix. Enfin, j'essaie et quand vous regardez le coût réel de la santé par individu, on est sur des dizaines de milliers d'euros, ou même des choses aussi simples qui ne sont pas connues. Hein. C'est quand on va dans une salle de réanimation parce qu'on est atteint d'un Covid, les gens n'ont aucune idée qu'on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ce coût, il est en fait caché aux citoyens, d'une certaine manière. Et ça, c'était une des premières choses dans les idées un petit peu simples, c'est rien que de donner afficher ce qu'on appelle la Sunshine Policy, rien que d'afficher le coût individuel de votre santé, comme le coût de votre formation. Former un polytechnicien, c'est 1 million d'euros. En fait, ce coût à la société, il est inconnu, et comme il est inconnu, en fait, on ne prend pas les choses assez sérieusement. Alors, qu'est-ce que fait Barracoda? À partir de ce succès de la brosse à dents connectée, on s'est dit qu'il y avait un lieu qui pourrait nous permettre de trouver un chemin, parce que c'est un lieu qui répond à beaucoup des caractéristiques qui ont été mises en avant par les intervenants précédents sur le fait que il n'interfère pas avec la vie quotidienne, et c'est votre salle de bain. En fait, la salle de bain, pour les personnes âgées, c'est le premier lieu à partir duquel elles sont obligées de partir de chez elles pour aller en EHPAD parce qu'elle devient inadaptée à leurs états, avec la chute, mais aussi avec toutes les problématiques de prendre une douche ou de pouvoir se laver. Et en fait, la salle de bain, si on y réfléchit bien, c'est un endroit intime, en sécurité, où on peut récupérer pour la médecine longitudinale, enfin en tout cas pour toutes ces données, énormément de données biométriques qui sont absolument essentielles pour prédire la plupart des pathologies. Donc là, on va passer du primaire au secondaire. Donc on part du primaire en prenant de bonnes habitudes d'hygiène. Je donne toujours cet exemple que si les gens se lavaient les mains 7 fois par jour, 90% des maladies disparaîtraient. Ça donne un peu l'ampleur de l'impact de la prévention à la maladie infectieuse. Effectivement, mais ça donne quand même l'ampleur de l'intérêt économique de prendre de bonnes habitudes. Et dans cette salle de bain, on peut avoir, qu'on a inventé, des tapis de bain qui permettent de suivre le poids et de détecter le risque de chute avec un produit qui s'appelle B-Balance. On a inventé des miroirs qui sont capables de porter toute une série d'éléments de diagnostic, puisque chaque jour, l'intelligence artificielle permet de détecter de nouvelles choses, rythme cardiaque, problèmes oculaires, ou des choses donc en prévention primaire ou secondaire, ou des choses un petit peu plus sophistiquées en prévention tertiaire, en utilisant la combinaison d'un certain nombre d'objets connectés, juste pour s'assurer de l'observance. Un exemple typique, c'est est-ce que je mets bien mes gouttes? Et en fait, en moyenne, sur la plupart des maladies chroniques, on est sur des taux d'observance de 60%. C'est-à-dire qu'il y a 40% des gens qui ne prennent pas leurs médicaments, dans les maladies cardiovasculaires notamment. Et donc c'est vrai que digitaliser ce lieu qui ne l'a pas été, sur lesquels les GAFAM ont décidé de ne pas y aller parce qu'elles ont tout plein de problèmes d'image. Apple ne veut pas faire des toilettes Apple, Facebook ne veut pas faire un miroir qui va vous collecter des informations personnelles, dit Google, parce qu'il y a cette peur légitime du fait que ces données pourraient être utilisées. Et donc en fait, Barracoda a créé un écosystème et un ensemble d'objets autour d'une solution qui s'appelle BeConnect pour permettre le partage de cette donnée au cours du temps, la sécurisation de cette donnée et l'échange de cette donnée avec des professionnels de santé pour développer de nouveaux services et donc créer et initier cette chaîne de valeur. Et donc, une fois qu'on a créé ça, le problème, c'est qu'objectivement, nous, on est 250 collaborateurs, on fait 0 chiffre d'affaires en France. Parce que vous parlez à un investisseur en France, il dit de toutes les manières, la prévention, c'est pas rentable pour l'investisseur, c'est pas bon signe pour les startups. Il y a de l'argent
dans la prévention tertiaire, parce qu'il y a un modèle économique sur l'adhérence aux médicaments, tout le monde gagne, mais le process pour faire en sorte que les DTX est encore extrêmement long, la remboursabilité est très challenging, et là on a eu un cas où des équipes réglementaires nous ont dit en fait l'observance n'est pas vue comme un bénéfice médical. Donc en fait il y a une éducation à faire auprès des professionnels, même de l'évaluation des dispositifs, et qui n'est pas encore assez faite. Donc c'est presque une sorte de révolution auquel on appelle tous les gens, et je vais arrêter là parce que sinon je vais être trop long. C'est que tous les ingrédients sont là, mais qu'il faut que tous ensemble on a envie de créer le chemin. Pour nous, la clé, ça va quand même être les entreprises, parce qu'avec l'arrivée de 3 ans de plus, de garder les employés 3 ans de plus, quand on sait qu'on a une maladie chronique à 65 ans en moyenne, ça veut dire que quelque part, un grand nombre d'employés vont développer des maladies chroniques pendant leur phase active. Et donc ce problème va devenir le problème des entreprises. Et entre les mutuelles, les entreprises et l'État, il y a probablement un New Deal à faire. Et pour vous donner un exemple qui est peut-être une idée que je lance comme ça, parce que j'ai découvert ça avec... on parle un peu de l'Allemagne qui est un peu en avance sur nous. L'Allemagne a mis en place un crédit d'impôt pour la prévention auprès des entreprises. Et tout de suite, vous transformez en marché non solvable le fait que les entreprises investissent dans la prévention de leurs salariés. Donc c'est peut-être une proposition de loi rapide à proposer à notre ministre de la Santé qui vient d'avoir le titre prévention et qui pourrait le mettre en œuvre plus rapidement. Merci Thomas, très, très riche. Ce que je retiens, c'est que du coup, dans la prévention, il y a bien ce côté changement des comportements très tôt, accompagné par le numérique, et puis après, tout ce numérique qui prend place dans la salle de bain, dans ton cas, ça aide jusqu'à l'observance, et c'est le chemin que tu prends. Et puis on a bien noté du coup dans les difficultés, mais on en débattra par la suite, il y a des sujets de financement, tu l'as mis aussi d'éthique, quoi. Tout le monde ne veut pas y aller parce que ça pose des questions, et de prise de conscience, on est bien en changement de paradigme, il faut admettre qu'aller sur la prévention, c'est entre guillemets rentable pour tout le monde à la fin. Du coup, le bon moment est venu de donner la parole à Laurent Borella, qui est un représentant du monde mutualiste, qui est un des grands acteurs attendus sur le champ de la prévention. C'est les gens s'attendent à ce que les mutuelles santé jouent un rôle clé dans la prévention, dans l'innovation. On se dit que les projets sont encore un peu timides, et du coup, c'est intéressant de savoir votre point de vue là-dessus, et puis plus précisément, un groupe comme Malakoff Humanis, quelle est son approche, quelle approche défendez-vous en la matière? Oui, alors on est mutualiste, paritaire, donc nos clients sont essentiellement des entreprises. Et je ne suis pas là en tant que représentant des mutuelles. Et si je l'étais, je dirais que je suis déçu de ma propre famille, parce que je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus. Je le dis au ministère de la Santé aussi, bien sûr. Et je partage complètement ce qui a été dit, par tous les intervenants d'ailleurs. Je trouve que merci de l'invitation, et je trouve que le débat est tout à fait dans le sujet, ce qui est pas toujours le cas. Nous, ce qu'on essaye de faire chez Malakoff Humanis, c'est de faire. Voilà, c'est pas juste d'en parler, c'est de faire. C'est pas facile, on y reviendra peut-être, c'est pas facile dans un grand groupe qui est soumis à des contraintes d'équilibre économique, d'augmentation des dépenses de santé, c'est pas facile du tout de faire. Donc, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait ? Le digital, la data, la transformation numérique, ça ouvre un univers absolument immense, dans lequel je pense qu'on n'a encore pas pris la mesure de tout ce qu'on était capable de faire pour améliorer la santé des Français en général, de nos assurés, c'est des clients, nous on leur parle santé comme à des clients. D'ailleurs j'entendais dans la table ronde, l'échange précédent, c'est vrai que dans le monde de la santé, on n'a pas suffisamment conscience que les personnes sont aussi des personnes, c'est toujours des patients. Il y a une approche méthodologique médicale qui reste très, comment dirais-je, très à l'écoute de paramètres cliniques, mais pas à l'écoute de ce que pense la personne. Or, dans le digital, on est obligé de réfléchir à ce que pense la personne, parce que si la personne n'achète pas votre solution, de toute façon, elle ne l'achète pas, elle la laisse tomber, elle ne la télécharge pas sur son smartphone. Je dis ça parce qu'on a eu un échec en santé mentale. On a développé une application de santé mentale, on a mis presque 2 millions d'euros dessus, et aujourd'hui, c'est à la poubelle. C'est à la poubelle parce qu'on n'a pas réussi à... Voilà, je dis ça parce que c'est rare de parler de ces échecs en France, donc j'en donne un. Après, je vais essayer de parler d'un succès quand même. Et en santé mentale, on va travailler en santé mentale en 2024, on a des idées, on voudrait faire des choses. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, on s'est dit plusieurs choses. Un, il y a un univers qui s'ouvre. Dans nos organisations,
On a des services informatiques, 600 personnes chez Malakoff Humanis. Je la fais courte, mais enfin, ils sont plus proches du COBOL que du Python, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on sait, et puis les projets, un grand projet chez nous, 100 millions d'euros. On se dit, il y a du pognon, hein, mais 100 millions d'euros, je ne vous dis pas, 25 couches de pilotage, c'est pas comme ça qu'on est agile. Donc, ce qu'on a fait chez nous, c'est qu'on a créé d'abord une organisation spécifique, on a créé des budgets spécifiques, et on travaille avec ceux qui aujourd'hui sont les acteurs, pour moi, de la tech en santé, c'est les startups. Un peu les startups, le monde de la santé aussi. D'ailleurs, on travaille avec des médecins, voilà, et des patients, bien sûr, mais avec les startups. Donc, on est en open innovation, on travaille avec les startups. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est sur la cardio, ce que permet le digital, je rebondis aussi, c'est pardon, j'ai du mal avec les mots aussi, c'est comme vous, l'individualisation de l'approche. C'est-à-dire que là où la prévention était une approche essentiellement populationnelle, sur des macro-caractéristiques populationnelles ou régionales, ou etc., avec le digital et avec l'interaction effective avec une personne via un canal digital, vous pouvez être ultra personnalisé. Le ciblage marketing, voilà, à moindre coût en plus avec le numérique. Et quand on est ultra personnalisé, on parle de santé autrement, puisqu'on parle de la santé de la personne. C'est pas mangerbouger.fr, j'ai rien contre. C'est pas le courrier sur la prévention du cancer colorectal que vous recevez, vous dites est-ce que je suis concerné ou pas. Non, c'est on va vous dire ce que sont vos facteurs de risque. J'aime pas le mot prédiction, madame, je suis désolé, je n'aime pas ce mot. Je préfère l'identification des facteurs de risque sur lesquels on peut agir en prévention pour limiter le risque d'apparition de la maladie. Et une fois que je connais mes facteurs de risque, moi je fais le pari que les gens vont être peut-être un tout petit peu plus motivés à agir dessus. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en cardiovasculaire, avec un système hybride d'ailleurs. C'est un système qui est à la fois digital, mais qui utilise de la téléconsultation médicale ou du rendez-vous aujourd'hui en pharmacie. On utilise des pharmaciens qui d'ailleurs utilisent des dispositifs connectés pour prendre des paramètres biologiques. Et avec ça, on essaye, comment dirais-je, de détecter les risques de pathologies cardio-métaboliques. Et ensuite, on mettra derrière, je dis ensuite parce qu'on est en train de l'améliorer, hein, on mettra derrière des programmes de prévention primaire qui seront basés sur les risques qui ont été identifiés. Et donc, ça va nous permettre d'ailleurs, peut-être un jour, de mettre des programmes qui coûtent un peu plus cher. Parce qu'au lieu de les proposer à tout le monde, je ne les propose qu'à ceux qui en ont besoin. Et donc, je vais développer une approche économique plus efficace. Voilà. Aujourd'hui, on en a fait 8000 de ces bilans cardiovasculaires. Ça a été assez compliqué dans ma propre maison de décider que nous poursuivions ce projet, à cause notamment de son coût. Mais on a décidé, donc, nous avons décidé chez Malakoff Humanis de le généraliser, de l'industrialiser, de le déployer largement. On vise d'en faire 10 000 l'année prochaine et peut-être, j'espère, beaucoup plus les années d'après. Ensuite, on ira en 2024, on va aller sur le mental. Et j'ai déjà évidemment des approches très avancées sur la cancéro aussi, parce que voilà, la prévention des risques cancérologiques est majeure. Merci. Donc on travaillait en mode open innovation, écosystème, se déporter un peu de la lourdeur et du SI classique de la mutuelle, et on lance des choses et vous en faites. Un petit mot avant de faire tourner la parole. On sent bien, puis ça a été évoqué avant par Thomas, le sujet du... Aujourd'hui, c'est encore une approche frugale, j'allais dire. Vous êtes, c'est le parti pris, mais pour au moins avancer. Est-ce que ce sujet du modèle économique et comment on fait rentrer, on massifie ce type d'approche, est-ce que demain, les entreprises, vous l'avez dit, hein, c'est d'abord, vous êtes un service aux entreprises, les entreprises vont payer ça, vont vouloir adhérer à ça. Comment vous voyez l'évolution du modèle éco? C'est pas pour tout de suite, j'ai l'impression d'avoir compris déjà. Non, mais c'est la bonne question, mais si on la pose trop tôt, on ne fait rien, et en même temps, si on la pose trop tard, la start-up est morte avant d'avoir retrouvé ses clients, donc, ou alors elle va à l'étranger. Donc, nous, on a démarré par une fondation interne, vous voyez comment on en est. Hein. On n'a pas été capable d'identifier un budget projet, c'est-à-dire un investissement du groupe. Heureusement, on a une fondation interne qui est capable de financer des choses un peu plus exotiques, on va dire. Ensuite, là, la décision, c'est de le prendre en charge. Je vais vous dire sur quoi? Sur nos frais de gestion. Donc, quand on dit les mutuelles ont des frais de gestion élevés, ben, vous voyez, les programmes de prévention sont payés dans les frais de gestion. Donc, c'est sûr que ce n'est pas évident. Et ce qu'on prévoit l'année prochaine, c'est de commencer à le faire payer à nos clients, soit dans ce qu'on appelle le risque, c'est-à-dire la sinistralité. Donc, en gros,
je prends en charge un bilan cardiovasculaire comme je prendrais en charge le remboursement d'une consultation de psychiatrie, par exemple, ou de n'importe quelle spécialité médicale. Voilà, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Mais pour aller là, il faut démontrer. Le problème, il faut démontrer que ce qu'on fait sert à quelque chose. Je pense qu'on a un vrai problème en France, c'est la démonstration. Alors, on l'a dit, il faut faire comme l'a fait l'industrie pharma, etc. Il faut avoir des outils de démonstration d'usage et d'efficacité. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de les mettre dans l'application, ces outils-là, by design, si vous voulez. Et j'espère qu'on va avoir des résultats suffisamment probants pour convaincre nos entreprises clientes, évidemment, de mettre un peu d'argent là-dessus, parce que c'est nécessaire. Et quand on aura de l'argent, on pourra devenir client de Biconnect. Hein. Voilà. Merci. Merci Laurent. Alors justement, pour avoir le point de vue maintenant de start-up plus jeunes et qui sont dans ce contexte-là, si les choses bougent trop tard, c'est difficile, et en même temps, vous avez déjà commencé. Donc je suis ravi d'accueillir Cyril et Nathalie. Donc peut-être Cyril d'abord, en disant un mot sur ton projet. Toi, tu es parti sur intégrer à l'approche parcours qui se met en place. Et avec un cocktail autour de prévention, ETP, formation des professionnels, donc un travail autour de la compétence. Moi j'ai bien aimé cette approche-là, donc la compétence au cœur de la prévention. Peux-tu nous en dire un mot? Oui, alors je vous remercie pour l'invitation. Je suis heureux d'évoquer avec vous finalement deux parents pauvres du système de soins, la prévention et l'éducation thérapeutique. Tout le monde en parle, mais finalement c'est pas financé par le droit commun. Donc moi je suis arrivé par accident dans le numérique, je suis professionnel de santé et je vais vous expliquer un petit peu comment je suis passé de l'éducation thérapeutique à la prévention. J'ai monté des services de prise en charge de l'obésité. Je me retrouve beaucoup dans la santé mentale parce que l'obésité c'est une maladie stigmatisée, peu connue, où la prévention a un rôle majeur, la compréhension de la pathologie et la compréhension du parcours de soins. Donc on fonctionne avec des process d'éducation thérapeutique dont le but est de faire changer les comportements des personnes et pas des patients, pour finalement faire en sorte qu'ils s'approprient les notions pour évoluer dans leur parcours. Services de 100 lits, adultes, enfants. En 2015, on se rend compte que finalement, monter des services comme ça, hospitalo-centrés, crée un effet centre, un effet extrêmement délétère pour le parcours de soins, parce que du coup, les patients font 500, 600 bornes pour venir. C'est pas acceptable, ça ne permet pas de se pluguer finalement au système de soins de proximité qui est indispensable. Et en 2015, donc avant la crise Covid, avant tout ça, on commence à réfléchir sur comment digitaliser nos approches pour ne pas digitaliser ce qu'on fait, mais apporter un outil numérique, pour rebondir sur ce qui a été dit, pour nous permettre de poursuivre le parcours d'éducation thérapeutique et de se connecter comme ça à la proximité des personnes que nous prenons en charge. De 2015 à 2018, moi je ne suis pas industriel, donc j'ai regardé ce qui se faisait. Et je n'ai rien trouvé qui correspondait à nos pratiques, à nos besoins de terrain, en tant que professionnel de santé et en tant que patient. Donc du coup, en 2018, on prend le parti de monter une société qui s'appelle EPSD, pour Espace Pédagogique en Santé Dématérialisée, qui porte l'outil qui est Nuvie. Et de l'autre côté, je suis l'un des premiers porteurs d'expérimentation article 51, qui s'appelle EMNO, qui est en fin. Là, on a le rapport final qui est positif. On va passer au CETIS la semaine prochaine pour une éventuelle généralisation. Donc j'ai une vision, disons, micro et macro du système de soins avec une petite touche numérique, une petite touche tech. Et donc on commence à concevoir nos parcours d'éducation thérapeutique sur l'obésité, sur la chirurgie bariatrique. On inclut nos premiers patients dans l'expérimentation en octobre 2019. Donc nous, la crise Covid, on l'a passée sans aucun problème parce que tout était digitalisé et on a été, je pense, l'un des seuls programmes d'éducation thérapeutique de France à ne jamais s'arrêter pendant le confinement parce que tout était déjà en place dans le cadre de l'expérimentation article 51. On a écrit un article, on a publié et très rapidement, notre ARS nous a dit c'est intéressant, c'est l'obésité. Alors tout est gamifié, il faut comprendre que le parcours est très gamifié, très ludique. Il y a la paire aidance, des patients experts, des patients ressources, des modérations par infirmière d'éducation thérapeutique. C'est asynchrone, ça permet vraiment de combler finalement le manque qu'il y a entre les consultations. Et puis notre ARS, voyant que ça fonctionne et qui nous soutient, c'est l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, je les cite, qui nous soutient depuis le départ, nous a dit c'est très intéressant, est-ce que vous pourriez nous concevoir un parcours sur le diabète de type 2 ? Et ce parcours sur le diabète de type 2, on l'a conçu et on l'a intégré à une expérimentation article 51 qui s'appelle IPEP sur la responsabilité populationnelle, qui est déployée sur les GHT 70 dans notre région. Et donc là, pour le coup, la strate 0, c'est une strate prévention. Et ensuite, on a les strates 1, 2, 3, 4 qui sont des strates pour les personnes qui sont déjà diabétiques de type 2. Donc on a fait l'e-prévention et l'éducation thérapeutique du patient et de l'aidant. Parce que notre outil permet également à l'aidant d'acquérir des notions. On a gagné le concours, le premier concours acteur du diabète de Novo Nordisk avec ce parcours diabète de type 2. Et puis du coup, maintenant, on a dépassé globalement la preuve de concept, article 51.
ce deuxième article 51. Et donc, du coup, on nous a demandé de faire l'endométriose, de faire l'insuffisance cardiaque et de continuer finalement de concevoir des parcours d'éducation thérapeutique digitaux. Et à chaque parcours, on crée ces parcours de TP qui sont sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de prévention de la population. Le deuxième niveau, c'est le parcours d'éducation thérapeutique du patient et de l'aidant. Et puis finalement, il y a quelque chose qui est arrivé. Et ça, c'est le professeur Martine Naville des HCL du Centre intégré de l'obésité et aussi les infirmières azalées de notre territoire qui nous ont dit « Votre outil, il permet de transmettre de la connaissance et de la compétence sans filtre. » J'ai toujours pris le parti, quand j'animais des ateliers avec les patients, de leur expliquer des éléments extrêmement compliqués, mais d'arriver à les vulgariser. Un patient, quand on lui laisse le temps, quand on vulgarise, quand on lui permet d'être dans un processus gamifié, quand on le valorise, eh ben, il va pouvoir acquérir des notions ultra complexes, des notions que même les professionnels de santé de temps en temps ne connaissent pas. Et donc cet outil, finalement, on nous a dit, ben, il va permettre de former les professionnels de santé du premier recours. Et donc, on a, avec les infirmières azalées de notre territoire, les infirmières azalées, c'est des infirmières qui sont inscrites dans les MSP, dans les maisons de santé pluriprofessionnelles qui permettent d'accompagner les parcours des patients. Avec les HCL et le Centre intégré de l'obésité de Martine Naville, on a formé des professionnels de santé du premier et deuxième recours avec nos outils. Donc pour les HCL, on a plus de 500. Pour les infirmières azalées, je ne compte pas. Ça se déploie sur le Grand Est actuellement et sur l'ARA. Et donc finalement, on a un outil qui fait 3 axes. Prévention, e-prévention, IETP, patient aidant, et e-formation des professionnels de santé du premier recours. Et finalement, on est vraiment dans une logique de responsabilité populationnelle parce qu'on va pouvoir améliorer l'alliance thérapeutique parce que finalement, l'ensemble des acteurs vont se comprendre. Ils vont être formés avec le même outil, il va y avoir une cohérence. La data, elle est importante et très rapidement, on a vu la problématique de faire appel à des prestataires. Parce que moi, encore une fois, je ne suis pas industriel. Donc, j'ai pris le parti, en 2020, une levée de fonds, d'intégrer les équipes. Et là, maintenant, on est complètement autonome dans la gestion. On a nos moteurs d'intelligence artificielle, nos moteurs d'intelligence de profilage, parce qu'on fait du profilage de personnes, on fait du phénotypage de pathologie. C'est 2 choses différentes. Le profilage va permettre de grader le parcours de soins. Le phénotypage va permettre d'identifier la sévérité de la pathologie et de voir si, finalement, l'offre de soins est adéquate au phénotypage de la population. Et puis, on a des moteurs d'intelligence artificielle qui sont conversationnels. On est en train de travailler sur une intelligence hybride. Donc, on plug tout ça à nos parcours. Et finalement, on continue de se déployer sur différentes thématiques et en ajoutant petit à petit des outils qui correspondent aux besoins des professionnels de santé de terrain et qui correspondent aux patients. Parce que ça a été dit, mais tout est co-construit avec les patients experts depuis le début. Depuis 2018, on travaille avec eux. Merci Cyril. Donc, très complet. Donc, un travail à la fois avec les patients, les professionnels de terrain, les médecins et co-construction au fur et à mesure qui fait un concept solide qui entre dans le parcours. Pour terminer notre tour de table, je vais laisser la parole à Nathalie. Alors Nathalie, c'est encore qui vient d'un autre univers et qui finalement, un peu comme M. Jourdain, fait de la prévention sans le savoir, sans être dans tout ce qu'on a évoqué là, mais en arrivant par la gamification et en s'intéressant au sport. Et là aussi, mettre les gens au sport en misant sur le numérique et la gamification, c'est intéressant et c'est ce que tu développes. Donc, vas-y, présente-nous ton activité. C'est encore un autre angle super intéressant. Merci, merci pour l'invitation. Tu disais tout à l'heure que tu avais le profil parfait pour la table ronde. Je me suis dit, moi j'ai l'anti-profil parce que c'est vrai que si on regarde, notre start-up Sporty Papers ne vient ni du domaine de la santé et on fait des jeux vidéo en mouvement, donc du sport, et j'aime à dire qu'on n'est même pas du domaine du sport. On vient du domaine du jeu vidéo. Et en fait, c'est vraiment notre stratégie de partir de ce que font les gens, d'où ils sont, c'est-à-dire leur téléphone et de leur jouet, et de partir de là, un peu comme la tête de gondole de la prévention, c'est-à-dire comment on va être game changer, comment on va les faire changer dans leurs habitudes et comment on va les amener au sport. On ne fait pas du sport parce qu'on ne sait pas les conséquences, on les connaît très très bien, les conséquences de l'inactivité, la sédentarité, etc. On a besoin de motivation. Et en gros, nous, on s'est dit, créer ce premier pas, en fait, on ne va pas du tout parler de santé, on ne va pas du tout parler sport, on va vous parler de jeux et de jeux vidéo. Vous allez jouer, et donc notre solution, Sporty Papers, ce sont des jeux vidéo en mouvement. On va être capté par la caméra de son téléphone ou de son ordi ou de sa tablette, et le personnage dans le jeu va faire les mêmes mouvements que nous. Donc on va mettre les participants en position d'acteurs. Il y a vraiment cet enjeu de premier pas et de les amener là-dessus et
et là je prends j'ai fait des études de sociologie et Pierre Bourdieu m'a beaucoup marqué avec le capital culturel. C'est pas parce que c'est gratuit, c'est pas parce que on dit rentrer qu'on va aller voir une exposition, il faut connaître les codes, etc. Et dans le sport, c'est exactement la même chose. Et quand on ouvre une app de sport, on nous parle très vite de performance, d'objectifs, etc. Et il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Et donc nous, on a vraiment pris le contre-pied en disant on va enlever tous les codes du sport, de la santé, on va parler que de jeux vidéo. Et au fait, vous bougez. Donc le premier pas, c'est Game Changer. Le deuxième, c'est la récurrence. Comment on va faire que les gens vont revenir, continuer à jouer pour bouger. Et ben là, la gamification et le jeu vidéo, il y a un gros vecteur d'engagement. Il y a des mécaniques de gamification, on les a partout maintenant. La barre de progression d'un formulaire, c'est de la gamification. Et c'est vraiment un enjeu d'aller chercher les gens via ça, de créer de la récurrence. Et troisième pas, c'est qu'après ils sortent, qu'ils ne sont pas que devant leur ordinateur ou devant leur smartphone en train de jouer, qu'on leur donne l'envie. Et le jeu vidéo, là aussi, va créer en fait de l'empowerment, de la confiance en soi. Pour la petite histoire, en fait, Sporty Paper, c'est né avec la Covid, parce que précédemment, on faisait des escape games sportifs dans des salles de sport. Comment vous dire que notre activité s'est un peu arrêtée du jour au lendemain. Et l'idée, ça a été, mais comment est-ce qu'on peut revenir, en étant très agile en tant que start-up, hein, c'est comme ça qu'on survit, comment est-ce qu'on peut pivoter et aller complètement en ligne. Et après, on a regardé les signaux faibles, les signaux forts. La Covid, on n'allait pas rester confiné, heureusement, pendant des années. Mais qu'est-ce qu'on pouvait apporter, nous, à la maison. Et il y a eu vraiment ce côté confiance en soi. Les gens ne font pas de sport parce que même courir dehors, il y a le regard de l'autre. Donc ce côté, je suis le héros dans le jeu et je vais avoir des rewards, des moments d'engagement, on va me dire c'est bien, etc. Et nous, c'est formidable parce que quand on entend des gens, on a fait des team building, on a fait des activations, etc., qui disent « Ah, c'est la première fois que je gagne une course ». Alors certes, c'est une course en ligne, mais elle a gagné une course, ça la revalorise, elle a envie d'y aller, elle a envie de continuer, etc. Et quatrième point, si on peut le dire comme ça, et on en a parlé, c'est le côté un peu marketing. En fait, on met les gens en situation d'acteurs, donc on peut leur faire passer des messages. Et ils vont être beaucoup plus réceptifs pour écouter un message. Donc c'est vraiment nous cet enjeu-là chez Sporty Papers. Donc effectivement on fait de la prévention sans le savoir et on veut pas en fait montrer qu'on fait de la prévention pour justement aller chercher les gens par ce biais-là, par la gamification. Oui. Ouais, très bien. Un dernier mot parce que je crois qu'on va terminer. Juste un mot. Dernière déclinaison intéressante aussi dans ce côté innovation sous contrainte et d'avoir glissé là-dessus. C'est aussi au-delà de le sport pour tous, il y a aussi une déclinaison vers le handicap et un usage pour les choses comme autour du Téléthon. Oui, tout à fait, parce que le numérique permet de faire plein de choses qu'on ne peut pas forcément faire sans. Et nous, ça a été un enjeu dès le départ de se dire que nos jeux pouvaient aussi être être le plus inclusif possible. Donc en fait, on a mis tous nos jeux, et on a fait ça avec le Téléthon l'année dernière, tous nos jeux en mode haut du corps. Et on va pas dire c'est pour les personnes en situation de handicap. En fait, moi aussi, entre deux conférences, je peux faire un jeu et je vais travailler que mes bras. J'en ai besoin aussi. Donc en fait, se dire qu'en fait, on va être le plus inclusif possible. Aussi, si on est sur ce terrain-là, la femme dans le domaine du sport, elle décroche beaucoup plus vite pour plein de raisons. On va pas rentrer dedans. Et on a un jeu aussi pareil où en fait c'est sur de l'intensité de mouvement. Alors je rentre pas dans le détail, mais c'est un jeu de cartes un peu comme les Pokémon où on va faire des combats de dragons. Ah ouais, on est très loin. Et en fait, c'est de l'intensité de mouvement. Donc plus on bouge et plus on charge notre attaque et donc plus elle va être forte. Donc en fait, on va traiter de cette manière-là, d'être le plus inclusif possible, de répondre au plus grand nombre, mais sans lui dire toi, t'es dans telle catégorie, t'es dans telle catégorie. Et juste pour finir, parce que je rebondis sur ce que tu disais au tout départ, et quand nous on dit on est là où sont les gens, tu parlais de Netflix et qu'on ne veut pas mettre le prix de Netflix dans notre santé. Je vous invite à regarder un reportage qui s'appelle Blue Zones. Je ne sais pas si vous en avez entendu, de Don Bertman, qui a écrit un livre aussi, et en fait qui montre quelles sont les zones bleues dans le monde, des gens qui sont qui sont centenaires, qui vivent en bonne santé très longtemps.
et que c'est une combinaison de plein de choses. Et la prévention, c'est de l'urbanisme aussi, c'est la rue qui permet de marcher plus, etc. C'est plus de connexion sociale. Enfin, dans nos jeux, c'est aussi important. Et quand on a lancé avec le Covid, on s'est dit, mais en fait, les gens ne sont pas ensemble. Et les jeux massivement multijoueurs, ils sont tous connectés ensemble. Donc pourquoi ça, on ne pourrait pas l'amener pour faire bouger? Donc en fait, la prévention, c'est dans toutes les sphères de la société. Et nous, on en fait une toute petite partie. Merci Nathalie. Je sens la présence d'un David derrière moi. Donc je vais vous remercier rapidement, mais c'était super intéressant et je vous invite après à discuter.